je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour les 6e 8, bonjour les 6e 9, on se retrouve pour une nouvelle séance. Ça sera la deuxième suite à l'épidémie du coronavirus. Nous continuons ce que nous étions en train de faire en classe. Je vous rappelle que l'on travaille en ce moment sur une séance qui se nomme « Pourquoi tant de monstres différents ?» et que nous essayons à chaque fois que nous lisons une histoire de monstres de nous demander pourquoi cette histoire existe. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas, mais les histoires de monstres existent. Il y a donc une raison pour laquelle ces histoires existent. Pourquoi les raconte-t-on ? Rappelez-vous, nous avons noté dans notre cahier plusieurs possibilités, plusieurs réponses à cette question. Raison 1, le monstre est là pour faire changer le comportement des enfants. Tu sais ce qu'arrive aux petits garçons qui veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Coronabidouille vient les voir dans leur chambre. Elle fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. Réponse 2, le monstre est là pour nous apprendre une leçon, etc. etc. Aujourd'hui, nous arrivons à la séance 5. Séance 5 que je vous ai mis en PDF sur Pronote. Donc, pour suivre ce que je vous dis sur YouTube, tout de suite, il faut avoir la séance ouverte à côté, ou sur son ordinateur, l'avoir imprimée au mieux, peut-être la mettre sur son cahier de français pour ceux qui peuvent le faire, sinon ce n'est pas très grave, hein. Je vous redonnerai les photocopies quand on se reverra en classe. Mais en tout cas, il faut avoir la feuille pour suivre, puisque je vais vous parler d'un texte que je vous distribuer en polycopier et je vais vous poser des questions sur ce texte. Donc, aujourd'hui, séance, faut-il avoir peur du monstre ? Pour commencer cette séance, nous avons un texte, de manière un peu traditionnelle, vous savez, un texte que l'on lit ensemble. Alors, aujourd'hui, vous imaginez bien que je ne peux pas donner la parole à l'un d'entre vous. J'adorerais entendre votre voix, mais ce n'est pas possible. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps du cours, c'est de faire comme on fait quand on se voit en classe. C'est-à-dire de faire une lecture de ce texte. Alors, je vais essayer de vous faire une lecture la plus expressive possible, vous savez comme je fais. Souvent, je fais le clown en classe pour vous faire vivre un peu les choses. Je vais vous faire une lecture expressive de cette histoire de monstre. Et puis, on en parle juste après. Donc là, vous n'avez qu'à écouter ma voix. À la cour du roi Arthur, le chevalier Calogrenant raconte à ses amis une rencontre extraordinaire qu'il a faite quelques années auparavant. À peu de distance du château, j'arrivais dans une clairière. Là, je trouvais des taureaux sauvages en train de se battre avec une violence terrible. Ces bêtes farouches et indomptables faisaient un tel vacarme que, je dois bien l'avouer, je reculais d'un pas, saisi de peur. Aucun animal n'est plus dangereux et féroce qu'un taureau. J'aperçus alors, assis sur un tronc d'arbre, un paysan à la peau sombre comme un mort. Il était d'une laideur et d'une taille stupéfiante. Il faisait bien 17 pieds de haut et avait une tête énorme, plus grosse que celle d'un cheval, des cheveux noirs hérissés et un front tout pelé. Ses oreilles étaient pointues et grandes comme celles d'un éléphant. Ses sourcils étaient touffus. Avec cela, une face large et plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme la gueule d'un loup, de grandes dents jaunes et pointues comme un sanglier. Il était bossu et se tenait appuyé sur sa massue, dans un étrange habit. Le vêtement n'était fait ni de laine, ni de lin, mais seulement de 2 peaux de bête, taureau ou bœuf, attachés à son cou. Me voyant approcher, le paysan sauta sur ses pieds. Voulait-il porter la main sur moi ? Je me préparais à me défendre. Pourtant, il resta immobile, debout sur son tronc d'arbre,
Il me regardait sans dire un mot, comme l'aurait fait une bête. C'est un texte d'Anne-Marie Cadeau-Collin d'après Chrétienne 3, Yvain le Chevalier au Lion, et c'est paru au livre de poche, édition jeunesse, en 2014. Voilà pour le texte. Vous pouvez prendre plus de temps pour le relire, vu que vous avez le texte sous les yeux. Je le mettrai peut-être en description. Vous pouvez prendre ce temps pour le relire, pour essayer de bien le comprendre déjà par vous-même. Et puis, dans un deuxième temps, on attaque avec les questions de compréhension que l'on va faire ensemble. Je vais vous guider. Je vais toujours vous laisser aussi un temps à vous pour essayer de les faire seul. Et puis, petit à petit, on va arriver à l'exercice d'écriture finale que je vous demanderai de me rendre pour la semaine prochaine. La première question que je vous pose, c'est de relever les termes qui ont trait à l'animalité. Relever tout ce qui a trait au champ lexical de l'animalité, de l'animal. C'est-à-dire d'aller chercher dans le texte, avec un stabilo si vous avez pu l'imprimer, ou alors simplement avec votre doigt sur l'ordinateur, en passant votre doigt sur l'ordinateur, tous les mots qui ont trait à l'animalité. À chaque fois que vous voyez un mot qui vous rappelle le terme d'animal, vous le soulignez ou vous le notez sur un coin de votre cahier de français. Je vais vous laisser quelques instants pour faire ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, d'accord ? N'hésitez pas à le faire pour que chez vous, vous puissiez avancer en autonomie et je fais des réponses avec vous juste après. Alors, moi de mon côté, j'ai relevé au moins 6 termes qui me font penser à quelque chose d'animal. Je les classerai en 2 colonnes. D'une part, les termes qui renvoient à l'animal en tant qu'espèce, et ces 2 termes sont, à mon sens, bête, le mot bête, deuxième ligne, bête farouche, et le terme indomptable. On parle d'un animal indomptable, c'est-à-dire un animal que l'on ne peut pas dompter, auquel on ne peut pas apprendre des tours. Puis ensuite, j'ai noté 5 mots, ce qui nous porte donc à 7 mots en tout, 5 mots qui sont des mots qui renvoient à des animaux précis. Je vous donne les 5 mots, le mot cheval, le mot éléphant, le mot chouette, le mot chat et le mot sanglier. 5 termes, 5 animaux différents. Je vous demande sur votre feuille, vous pouvez le voir, à la suite de ça, qu'est-ce qu'une comparaison? Si je vous le demande, c'est qu'on l'a déjà vu en classe. C'est un rappel de ce qu'on a déjà dit. Alors une comparaison, essayez de vous en souvenir et par exemple prenez la phrase « Il avait de grandes dents jaunes et pointues comme un sanglier ». Il avait de grandes dents jaunes et pointues comme un sanglier. Et essayez de vous demander qu'est-ce qu'une comparaison. Pareil, mettez la vidéo sur pause, réfléchissez-y. Vous n'êtes pas obligé de noter sur votre cahier, vous pouvez simplement y penser. Tiens, qu'est-ce que le professeur me demande? Qu'est-ce qu'une comparaison? Réfléchissez-y et puis remettez la vidéo en route. Allez-y. Alors, la comparaison, comme son nom l'indique, c'est une figure de style qui rapproche 2 éléments. Ces 2 éléments, quels sont-ils? D'un côté, le comparé, c'est-à-dire ce qui est la réalité, et le comparant, qui est l'image, qui est ce à quoi nous comparons la réalité. Et on compare une réalité à quelque chose grâce à un mot de comparaison, d'accord? Un mot de comparaison, un outil de comparaison, pour être précis. Regardez bien, regardez sur votre feuille. Il avait des dents jaunes et pointues comme un sanglier. Des dents jaunes et pointues comme un sanglier. On parle de ces dents jaunes et pointues. Et on le compare à quoi? Comme quoi? Comme outil de comparaison? Un sanglier. Le sanglier, le comparant. Un comparé, un comparant. Je vous mets l'image à la suite de cela. Vous pouvez faire pause et, pourquoi pas, noter cette idée. Je vous donne un autre exemple de comparaison. Un que l'on a déjà vu en classe. Le cheval de Zorro était rapide comme l'éclair. Le comparé, c'est le cheval blanc de Zorro. L'éclair, le comparant. Et comme, c'est l'outil de comparaison. Si j'étais en classe, je suis sûr que l'un d'entre vous, peut-être Adem, peut-être Samy, peut-être Lauriane, je ne sais pas,
m'aurait dit, mais monsieur, pourquoi vous nous parlez de ça? Pourquoi vous nous lisez ce texte et pourquoi vous nous demandez de chercher d'abord les termes de l'animalité, puis ensuite de nous demander nous demander ce qu'est une comparaison. Et vous auriez raison de me poser la question. À travers ces questions, je veux attirer votre attention sur quelque chose de particulier dans le texte. Regardez bien. À quel moment utilise-t-on les termes propres à l'animalité dans le texte? Et qui est comparé à ces animaux? Pour rappel, dans ce texte, au début, le chevalier, donc le chevalier Calogrenant, arrive dans un champ de taureaux. Mais ce ne sont pas ces taureaux dont il parle en termes animal. C'est quelque chose d'autre, ou plutôt quelqu'un d'autre. Il parle d'animalité, il parle des animaux, il compare quelque chose aux animaux, et cette chose qu'il compare, c'est le paysan à la peau sombre comme un mort. C'est lui qui est comparé aux animaux. Ce ne sont donc pas les bêtes au sens animaux, les bêtes réelles, les taureaux, qui sont des animaux dans ce texte, en tout cas qui sont comparés aux animaux dans ce texte. C'est un homme, un paysan, qui se tient assis à regarder les taureaux. C'est lui qui est comparé à un animal. Et j'aimerais qu'on s'arrête longuement sur cette description ensemble. Cette description donc, il avait une tête énorme, plus grosse que celle d'un cheval. Ses oreilles étaient poilues et grandes comme celles d'un éléphant. Il avait une face large et plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche fendue comme la gueule d'un loup. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Dans ce texte, le monstre, qui est-ce? Est-ce le taureau indomptable? Le taureau féroce, dont le chevalier avait peur au départ? Ou est-ce le paysan, qui à lui seul regroupe tous ces défauts qui sont petit à petit énumérés par le chevalier? Qui est le véritable monstre? Et je sais que chez vous, vous l'avez compris, le monstre ici, c'est bien le paysan à la peau sombre. C'est lui, le monstre de l'extrait. Et à partir de là, quel est l'enjeu? Question 2, question B. Comment le lecteur est-il tenu en haleine? Quel est l'enjeu? De quoi a-t-on peur en tant que lecteur? Ou en tant qu'auditeur, puisque rappelez-vous, je vous l'ai dit au début du texte, le chevalier Calogrenant raconte ses aventures. Pourquoi a-t-on peur? Qu'est-ce qui nous tient en haleine à ce moment-là? Je vous laisse y réfléchir 2 secondes, J'aimerais tellement vous avoir en cours pour vous entendre, me dire ce qui nous tient en haleine. Ce qui nous tient en haleine, c'est de dire pourquoi nous continuons de lire le texte, quel est le suspense dans ce texte? Bien évidemment, c'est de se demander comment va réagir ce paysan. Que va-t-il faire face au chevalier? Va-t-il l'attaquer? Puisque on nous a dit plus tôt que les bêtes étaient farouches, indomptables. Donc, ce paysan qui ressemble à une bête, va-t-il être farouche et indomptable? Va-t-il attaquer d'un coup le chevalier? D'ailleurs, dans le texte, je vous laisse chercher, il y a des phrases qui nous montrent que l'on peut avoir peur d'une attaque. Laquelle, par exemple? Regardez bien, laquelle? Cherchez 2 secondes, cherchez, pause, cherchez. Eh bien, le moment décisif, c'est quand le chevalier nous raconte que, à son arrivée, le paysan sauta sur ses pieds. D'un coup, d'un seul. Il fait peur. Et d'ailleurs, le chevalier ne se trompe pas, il pose la question, voulait-il porter la main sur moi? Donc nous, en tant que lecteurs, nous lisons ce texte, nous continuons de le lire. Pourquoi? Parce que nous avons peur pour ce chevalier. Nous avons peur, ou alors nous avons envie, peut-être par une curiosité morbide, d'entendre, d'écouter une scène de bataille entre le chevalier et le paysan. Je vous demande ensuite un petit exercice, plutôt ludique. Petit exercice, celui de dessiner sur une feuille, pleine page, demi-page, comme vous voulez, le personnage décrit, c'est-à-dire ce personnage de mort, de paysage, ce personnage de paysan à la peau sombre, de le dessiner sur une feuille en suivant les indications du texte. Je veux que vous suiviez les indications du texte. C'est-à-dire, je veux que ce paysan soit comment? Je veux que sa tête soit énorme, plus grosse que celle d'un cheval. Attention, on n'a pas dit que c'était un cheval. Je veux qu'il ait des cheveux noirs hérissés et un front pelé. Je veux que ses oreilles soient grandes et poilues comme celles d'un éléphant. Etc., etc. Vous allez devoir donc lire le texte avec attention. Vous allez devoir le lire et dessiner le plus fidèlement possible le portrait de ce paysan rencontré par le chevalier. Faites-le, prenez le temps,
prenez bien le temps de le faire, car cette première étape que je vous demande de réaliser sur votre cahier ou sur une feuille va faire partie d'un exercice, petit exercice noté que je vais ramasser sur Pronote ou par mail pour ceux qui n'arrivent pas à m'envoyer des fichiers sur Pronote. Donc prenez le temps de le faire, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et on parle de la suite de l'exercice juste après. Donc prenez le temps. Je ne vous note absolument pas sur quel compte esthétique du dessin. Je ne vous note pas sur un critère tel que est-ce que vous savez bien dessiner ou non. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous saviez bien dessiner. Ce qui m'intéresse, c'est de me montrer que vous savez bien lire un texte et de repérer toutes les informations utiles. Donc moi-même, je dessine très très mal. Mais si je devais faire un dessin, eh bien je ferais attention, par exemple, dans ce cas-là, à ce que, par exemple, le paysan ait de grandes dents jaunes apparentes et pointues puisque c'est signalé dans le texte. Je veux que vous retrouviez toutes les informations et que vous me les figuriez sous forme de dessin. Sur la feuille, vous voyez, j'ai mis à la suite ce qui était prévu en classe, normalement, concours de dessin au tableau. Alors, ici ça va être compliqué, concours de dessin au tableau, pour vous montrer le plus beau dessin. Mais envoyez-les-moi, peut-être que dans la prochaine vidéo, je mettrai les plus beaux dessins à apparaître, tac, 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 et qu'on pourra ensemble, peut-être, pourquoi pas, voter pour le plus beau dessin. Ça pourrait être sympa, ça donnerait une certaine interactivité à ces vidéos. Dernier point, maintenant que vous avez fait ça, vous allez devoir faire en dessous ou à côté, sur une autre feuille, comme vous voulez. Vous allez devoir imaginer la suite de ce texte, le texte que nous avons lu, en 3 lignes, 5 lignes. C'est un petit exercice d'écriture. Mais je veux que ce petit exercice d'écriture, il me soit rendu. D'accord? Et je veux qu'il me soit rendu avec le dessin. Alors, je vais vous mettre la consigne sur Pronote. Allez aussi sur le PDF qui est en fichier joint. C'est simple. C'est un petit exercice de week-end. Si vous le faites correctement, d'accord, si vous respectez les consignes, vous avez une petite note sur 5. Et je ne noterai pas sévèrement du tout. Faites-le et vous aurez une note correcte, voire une excellente note si vous respectez tout à fait les consignes. Cela nous permettra, cher 6e, de nous mettre dans une dynamique de travail, de rendu de travaux. Il n'y aura pas des rendus de travaux à faire pour chaque séance de français, mais je vous le signale d'autant plus que dans les 2 classes auxquelles s'adresse cette vidéo, 6e 8, 6e 9, j'ai des rendus de travaux qui, pour la première séance, n'ont pas été exceptionnels. Je suis à 30%, 40% d'élèves qui m'ont rendu leurs travaux en 6e. Alors que vos collègues de 3e à qui je fais des vidéos sont à un taux de presque 80% de rendu. Donc, cher 6e, il va falloir se mettre au travail, il va falloir se mettre à me rendre des choses. Bravo à tous ceux qui l'ont fait, hein, bien sûr, bravo à tous ceux qui l'ont fait, mais pour les autres, il va falloir se mettre à me rendre des choses. Moi, ça va me permettre de continuer, pas des évaluations, hein, je ne vais pas vous faire de contrôle, hein, à proprement parler, mais au moins être sûr que vous continuez de travailler, d'accord? Et je sanctionnerai ça d'une petite note, d'accord? Afin aussi de vous motiver un petit peu. Sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je dis ça parce que je ne vais pas faire de vidéo YouTube en plus avant la semaine prochaine. D'accord? Je vais rester sur cette régularité qui va être de 2 vidéos par semaine. En plus du travail que je donne sur Pronote. 2 vidéos par semaine, ça me semble être un juste milieu entre ce que je peux vous demander à vous en tant que 6e chez vous. Je ne peux pas faire 5 vidéos d'1 heure par semaine. Ce que je peux vous demander donc chez vous, et puis aussi le temps qu'il m'est nécessaire de prendre pour faire ces vidéos, car cela prend un certain temps à faire. Donc 2 vidéos par semaine, en plus du travail que vous avez à faire chez vous, bien sûr, et que je mets sur Pronote. Sur ce, donc, cher 6e, je vous souhaite un excellent week-end. J'ai hâte de vous retrouver, en vrai, un jour, bien sûr. En attendant, continuez de bien travailler, travaillez bien le français, travaillez aussi toutes les autres matières. Je passe un bonjour tout particulier à ma classe de 6e 9 qui est ma classe où je suis prof principal. Bonjour à tous, et puis les 6e 8, vous aussi, je vous adore, vous le savez. À ciao tout le monde.